Pour commencer 2023, Panasonic nous a réservé une énorme surprise avec la sortie du Lumix S5 II. Salut à tous, j'ai eu la chance de tester ce nouveau boîtier en avant-première et je dois vous avouer que je suis très emballé par cette sortie. Pour rappel, depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai toujours filmé avec des appareils Panasonic. J'ai commencé en 2015 avec le Lumix GH2 et ensuite le fameux GH5 sorti en 2017. J'ai toujours été content de mon GH5, que ce soit par sa qualité d'image ou par ses fonctionnalités avancées en vidéo, mais c'est vrai qu'il me manquait quand même certaines choses. Déjà, son petit capteur au format micro 4/3 implique quand même une qualité globalement moins bonne qu'un capteur plein format. Et là où c'est le plus flagrant, c'est en conditions de basse lumière. Forcément, le capteur est plus petit, donc il est moins sensible, donc quand c'est sombre, le rendu n'est pas très bon. Pareil, pour faire des photos, c'est pas terrible, à moins d'avoir beaucoup de lumière, le GH5 n'est pas fait pour la photo. Et le gros point qui fâchait, c'était l'autofocus en vidéo, pas que sur le GH5 d'ailleurs, sur tous les boîtiers Pana. Il était vraiment pas à la hauteur pour filmer des images professionnelles en autofocus continu. Et bah la bonne nouvelle, c'est que sur ce S5 II, tous les points que je viens de citer sont réglés. C'est quand même pas mal, non? Alors c'est pas le premier boîtier Lumix à sortir en plein format, hein. Il y avait déjà le S1, le S1H, le S5, mais celui-là est le tout premier à emporter un autofocus qui est aussi bon que les autres marques, et avec même d'autres améliorations qui sont très intéressantes. On voit ça tout de suite. Alors je vais commencer par l'autofocus parce que c'est vraiment la grosse révolution de ce modèle. En gros, jusqu'à maintenant, Panasonic était sur un système d'autofocus à détection de contraste. Alors je vais pas rentrer dans les détails précis parce que même moi je sais pas trop comment ça fonctionne, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est une technologie qui est très performante en photo, mais en vidéo ça a du mal à faire un suivi très rapide, très régulier. Et là, dans ce boîtier, ils sont passés à une autre technologie qui est la détection de phase, qui est utilisée par la plupart des fabricants et qui est beaucoup plus performante en vidéo. Et ils ont même fait encore mieux que ça, ils ont combiné l'ancienne et la nouvelle méthode pour faire ce qu'ils appellent la technologie hybride phase-contraste. Alors je vais m'arrêter là dans les explications, le mieux c'est de vous montrer des exemples concrets visuels. J'ai fait le même test en face caméra avec le GH5 et le S5 II dans les mêmes conditions. Ici, c'est avec le GH5. On voit que la mise au point met du temps à s'ajuster et surtout qu'elle fait des allers-retours pour se régler. Ça va un coup en arrière, un coup en avant. Et là, c'est avec le S5 II. On voit que le S5 II calcule beaucoup plus rapidement le focus, et ce qui est impressionnant surtout, c'est qu'il arrive tout de suite au bon endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits réajustements, genre il a fait la mise au point un peu trop loin et il revient. Pour info, les deux exemples que je vous ai montrés, c'est en étant réglé en vitesse et en sensibilité de focus à 0, donc le réglage par défaut. Et maintenant, voici le même exemple, mais en étant réglé à fond en vitesse et sensibilité de focus. Avec le GH5, on a l'impression que quelqu'un règle la mise au point, mais qu'il n'est jamais sûr de lui. Il est très approximatif et il doit en permanence réajuster. Alors qu'avec le S5 II, celui qui fait la mise au point est très réactif et il arrive tout de suite au bon endroit. Il n'a pas besoin de réajuster malgré la vitesse de mise au point. J'ai fait un test aussi en montrant une boîte de jeu à la caméra, ce qui peut vous concerner si vous faites de la présentation de produits. Et c'est impressionnant à quel point il passe de l'un à l'autre d'une manière extrêmement propre. Pour info, j'ai fait tous ces tests avec l'objectif 50 mm qui ouvre à f1.8 pour avoir justement une faible profondeur de champ. Je me suis aussi amusé à filmer mes chats avec les deux paramètres au maximum. Et là aussi, c'est vraiment efficace. Et pour le coup, pour filmer des animaux, ça peut être très utile parce qu'on ne maîtrise pas du tout les mouvements et ils peuvent bouger très vite. D'ailleurs, on peut voir sur l'écran à quel point la détection des animaux fonctionne très bien. Et c'est pareil pour les visages humains, il va détecter les yeux, et si la personne est un peu de 3/4, il va faire le point sur l'œil qui est le plus proche de l'objectif. Alors ceux qui sont chez Canon, chez Sony, etc. doivent rigoler parce que pour eux, ça fait des années que c'est comme ça. Mais chez Panasonic, c'est le premier boîtier à faire ça, donc permettez-nous de nous exciter un petit peu. Sur le S5 II, ils ont mis un autofocus qui analyse l'image en 779 points, et pour le coup, c'est le meilleur du marché à ce niveau-là. J'ai fait un dernier test en configuration face caméra en intérieur cette fois-ci, avec des lumières qui forment des ronds de bokeh derrière. Avec le GH5, on voit bien qu'il cherche en permanence et que les ronds de bokeh changent de taille tout le temps, ce qui est très gênant. Et avec le S5 II, il cherche pas, il trouve. Et les ronds changent de taille uniquement quand je m'approche ou je m'éloigne de la caméra. Pour finir sur l'autofocus, il faut savoir que personnellement, j'ai jamais utilisé l'autofocus du GH5 parce que j'avais pas confiance et je préférais contrôler manuellement ma mise au point. Je pense aussi être resté assez rigide par rapport à ça, genre quand on est professionnel, on n'a pas besoin d'autofocus, on fait sa mise au point manuellement, donc je comprends pas pourquoi les gens se plaignent. Mais là, avec ce que j'ai vu sur ce boîtier, j'ai un point de vue différent, j'avoue, et je pense que l'autofocus va m'être utile dans pas mal de situations,
Par exemple du vlog, du face caméra, de l'interview, ou alors pour filmer des sujets qui bougent rapidement, comme des animaux ou des sportifs. Voilà pour l'évolution majeure de ce S5 II, maintenant on va parler du reste. Je vais préciser certains points qui étaient déjà là sur le S5, mais qui sont très importants pour moi. Bien sûr, on a le capteur plein format qui est 4 fois plus grand que le micro 4/3 et qui nous offre une bien meilleure qualité d'image. C'est très important notamment pour la plage dynamique, donc la différence entre les basses lumières sous-exposées et les hautes lumières surexposées. Si je reprends mon image face caméra avec le GH5, on voit qu'on a une image assez contrastée. Les noirs sont sombres et surtout les hautes lumières en haut dans le ciel sont cramées, sont surexposées. On voit qu'autour des arbres, on n'a plus aucun détail. A l'inverse, avec le S5 II, on a une image qui est beaucoup plus douce. Déjà, les tons sombres sont moins sombres et surtout les hautes lumières en haut dans le ciel sont claires mais ne sont pas surexposées. On a encore tout le détail nécessaire autour des arbres. Donc avoir une meilleure plage dynamique, ça permet de filmer dans des situations de contraste, de contre-jour par exemple, en gardant un maximum de détails dans les hautes et dans les basses lumières. Autre qualité de ce capteur, c'est qu'il a un double ISO natif. En gros, quand on a un simple ISO natif, plus on va augmenter les ISO, plus on va dégrader la qualité de l'image en ajoutant du bruit numérique. Ici, avec un double ISO natif, on va avoir 2 circuits, c'est-à-dire que s'il est sur le premier ISO natif, on va commencer à augmenter, ça va ajouter du bruit, jusqu'à ce qu'on passe au palier du second ISO natif, et là on va revenir à un bruit minimal pour ensuite de nouveau augmenter. Donc ça permet de monter plus haut dans les ISO sans dégrader la qualité de l'image. Et j'ai fait le test notamment avec ce plan, où j'ai fermé mon diaphragme à f22 pour avoir le petit effet d'étoile sur les phares des voitures. Mais en contrepartie, il a fallu que j'augmente mes ISO jusqu'à 12800 parce que forcément le fait d'avoir fermé le diaphragme avait grandement baissé la lumière. Et franchement, on a beau être à 12800 ISO, l'image est largement exploitable et ça c'est grâce au double ISO natif. Quelque chose qui a été amélioré sur ce boîtier, c'est la stabilisation, sachant que d'une manière générale, la stabilisation chez Lumix est déjà très bonne, notamment depuis le GH5. Ils ont repris leur technologie très performante et ils ont ajouté en plus la stabilisation active IS. Il faut savoir que moi, pour le test, j'avais l'objectif 20-60 et l'objectif 50 mm qui ne sont pas stabilisés. Donc je n'ai pas pu faire de test avancé de stabilisation parce que la stabilisation fonctionne de concert entre l'objectif et le capteur. Mais vous verrez certainement des tests convaincants chez mes collègues, sachant qu'on est plusieurs à avoir testé ce boîtier. Quelque chose de très appréciable sur le S5 II qui n'était pas là sur le S5, c'est qu'ils ont mis une vraie prise HDMI et non pas une micro HDMI. Donc pour se connecter à un moniteur ou à un enregistreur externe, c'est parfait, on peut le faire avec n'importe quel type de câble HDMI qu'on trouve. Ensuite, grosse amélioration, c'est qu'on peut enregistrer en illimité dans tous les formats, là où le S5 était limité à 30 minutes dans pas mal de formats. Ça, c'est dû au fait qu'ils ont ajouté un ventilateur qui est bien caché, qui est en fait juste en dessous le logo Lumix, et donc ça permet de refroidir plus efficacement le processeur et d'enregistrer en continu sans avoir de risque de surchauffe. Sachant que sur ce modèle, on retrouve également la possibilité de l'alimenter et de le recharger directement en USB-C. Donc pour de la captation ou de l'interview, c'est vraiment pratique. On se branche sur secteur et on n'a pas à se prendre la tête avec la batterie. Au niveau des formats d'enregistrement, on peut faire de la Full HD jusqu'à 180 images par seconde, de la Cinema 4K jusqu'à 60 images par seconde et même de la 6K jusqu'à 30 images par seconde. En Full HD et en 4K, on peut faire de la 4.2 10 bits, ce qui permet d'avoir beaucoup de détails dans les couleurs. Et en 6K, ça sera de la 4.2 10 bits. D'ailleurs, pour la 6K, précision, c'est le seul réglage pour lequel on va être limité à 30 minutes d'enregistrement et on ne sera pas en enregistrement illimité. Mais bon, ça reste un réglage très spécifique, c'est rare de filmer en 6K, donc pour moi, c'est pas un problème. Précision également que je dois faire pour la 4K et la Cinema 4K, quand on filme à 50 ou 60 images par seconde pour faire du ralenti, on va avoir un crop sur le capteur. En gros, ça va passer en mode APS-C, donc ça va zoomer x 1,5. Donc c'est important à prendre en compte quand on choisit ce réglage, on va avoir un champ un petit peu plus resserré. Donc ça peut impliquer un ajustement au niveau de la focale qu'on utilise, mais voilà, c'est important de le savoir à l'avance. De toute façon, quand on choisit nos réglages d'enregistrement, ils nous indiquent bien si on est en full frame ou en APS-C. Ça, c'est l'avantage des boîtiers Lumix, c'est que je trouve que les menus sont toujours très bien faits, très explicites. En termes de profil d'image, le S5 II embarque le V-Log, il est directement intégré, vous n'avez pas à l'acheter en plus comme ça a pu être le cas sur d'autres boîtiers. Et ils ont ajouté une fonction qui va peut-être vous intéresser, c'est le Real-Time LUT, qui va nous permettre d'appliquer directement une LUT dans le boîtier, sur nos rushs,
pour ne pas avoir à appliquer cette lutte ensuite en post-production. Donc si vous êtes dans un workflow rapide où vous avez besoin de tout de suite envoyer des rushs directement étalonnés, ça peut être intéressant si vous êtes sûr d'appliquer cette lutte pour ne pas avoir à passer ensuite sur votre logiciel d'étalonnage. On aura la possibilité aussi plus tard d'enregistrer en RAW en passant par la sortie HDMI. Donc ça sera en option, il faudra payer en plus. On ne sait pas encore quel type de RAW c'est. Pour ma part, je pense que ça va pas m'intéresser, mais en tout cas, sachez que ça va arriver. Et en termes de photo, j'en ai pas encore parlé, mais le F5 II est un super boîtier pour la photo. Je parlais du GH5 qui n'était pas du tout adapté. Là ici, on a tout. On a un grand capteur qui est bon en basse lumière. On va pouvoir shooter en rafale à 30 images par seconde avec un buffer qui prend 200 images. Et on a aussi le mode haute résolution 96 mégapixels qui était déjà là sur le S5, qui consiste à prendre en fait plusieurs photos et à les combiner entre elles. Mais ça c'est vraiment le boîtier qui le fait, hein. C'est pas à nous de prendre plusieurs photos. Il va en prendre plusieurs très rapidement et ensuite il va les combiner pour nous sortir une image en très haute résolution à 96 mégapixels. Et pour finir, on a un double slot SD qui prend en charge les cartes UHS 2, donc à très haut débit d'enregistrement. On retrouve l'écran orientable qui nous plaisait tant sur le GH5 et on a toujours des outils avancés comme les zebras ou la waveform pour l'exposition. D'ailleurs la waveform on peut la changer de taille et la déplacer dans l'image, ce qui n'était pas le cas sur le GH5, donc ça c'est très pratique. Et on a aussi le focus picking et le zoom pendant la mise au point pour nous aider à faire la mise au point manuelle parce que l'autofocus ne va pas tout faire non plus. Donc voilà, ça nous donne un super boîtier polyvalent photo, vidéo. Je suis hyper content parce que personnellement, j'ai jamais voulu changer de marque parce que j'étais très content de l'ergonomie des boîtiers, la présentation des menus, les outils avancés pour la vidéo, mais il y avait quand même cette frustration d'avoir un petit capteur, un boîtier qui est pas très bon en photo, un autofocus décrié, et là je crois que ça y est, j'ai enfin trouvé le boîtier pour passer un cap. J'ai pas parlé du prix et de la disponibilité. Le S5 II sera disponible fin janvier et le boîtier nu sera à 2200 € et il y aura un kit avec le 2060 à 2500 €. Franchement, un boîtier plein format avec tout ce qu'il propose à ce prix-là, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Pour vous donner un ordre d'idée, le GH5 est sorti il y a 6 ans, le boîtier nu était à 2000 €. Donc là on est à 2200, on va dire que c'est à peu près équivalent avec l'inflation. Et pour moi, c'est aussi révolutionnaire que le GH5 vu ce qu'il propose et à ce prix-là, parce que vous avez des boîtiers aussi performants chez les autres marques, mais on va plutôt se rapprocher des 3000 € boîtier nu. Donc je pense que ça va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!